Le petit garçon traversa le hall illuminé comme s'il marchait vers son propre destin. Il portait des vêtements simples, contrastant fortement avec les costumes et les robes de soirée. Et devant l'homme le plus puissant de cet endroit, il pointa du doigt et dit avec la voix la plus douce et la plus assurée, « Papa, tu joueras avec moi après la fête ?» Le silence tomba comme un jugement. Le regard de sa mère se remplit de panique. L'hôte pâlit. Et à cet instant, le secret qu'elle avait gardé caché pendant des années commença à s'effondrer. Le duplex Pentouse au sommet de la plage de Lem semblait tout droit sorti d'un film. Lustre moderne, musique live, serveur se déplaçant avec une précision chorégraphiée dans un silence absolu. C'était la célébration du 50e anniversaire de Monsieur Antoine Lambert, un magnate de l'hôtellerie, propriétaire de la moitié des propriétés en bord de mer à Rio de Janeiro, et une figure constante dans les chroniques mondaines. Léa Dubois, dans son uniforme impeccable et un visage entraîné à se fondre parfaitement parmi l'élite, équilibrait des flûtes de champagne, prenant soin d'éviter le contact visuel avec l'hôte. Hugo, son fils de 6 ans, était censé être dans l'arrière-salle avec un jouet et un sandwich. Mais il s'était échappé. Curieux, il s'aventura dans le hall principal. Il se faufila entre les longues robes, les chaussures cirées et se fraya un chemin jusqu'au centre des festivités. Antoine discutait avec 2 hauts fonctionnaires lorsqu'il sentit une petite main toucher sa jambe. « Papa, tu joueras avec moi après la fête ?» Le temps sembla s'arrêter. Les conversations cessèrent. Et le visage de Léa, en arrière-plan, perdit toute sa couleur. Léa avait toujours su ce que c'était d'être invisible. Elle était née et avait grandi dans le quartier de Caju, au milieu du grondement des trains et des toits bas qui semblaient toujours sur le point de s'effondrer. Sa mère couturière, son père absent depuis qu'elle avait 2 ans. À 17 ans, elle tomba enceinte d'un jeune homme qui jura un amour éternel et disparut la semaine suivante. Avec un bébé dans les bras et le courage gravé dans ses os, Léa fit ce que tant de femmes font. Elle se battit pour survivre. Elle travailla dans une boulangerie, s'occupa de personnes âgées, nettoya des toilettes dans un centre commercial, jusqu'à ce que, à 22 ans, elle obtienne un poste d'assistante de services généraux dans un immeuble luxueux à Copacabana. C'était la première fois qu'elle voyait l'océan depuis le balcon de quelqu'un. Peu à peu, elle se fit une place. Elle commença à travailler directement pour l'un des résidents les plus exigeants et les plus puissants, Antoine Lambert. Il n'était pas aimable. Il était respecté, autant craint qu'admiré. Un homme qui portait ses propres démons et regardait rarement dans les yeux ceux qui le servaient. Ce fut lors de l'un de ces rares moments de vulnérabilité que Léa et Antoine se rapprochèrent. Une confidence partagée, une nuit solitaire, une erreur, ou peut-être un instant fugace de vérité. Hugo fut conçu là, dans un espace entre leur silence et leur solitude. Elle ne lui dit jamais, non par lâcheté, mais par survie. Elle craignait de perdre son emploi, d'être étiquetée comme une chasseuse de fortune, que son fils soit rejeté avant même d'être vu. Elle éleva Hugo dans les arrière-salles du Pentouse avec amour, des histoires inventées sur son père et des sorties dominicales au parc Atero. Mais en grandissant, les questions vinrent. « Maman, pourquoi je n'ai pas de papa ? Et cet homme en costume, pourquoi me ressemble-t-il » Léa déviait, changeait de sujet, souriait extérieurement tout en tremblant intérieurement. Elle essayait de protéger son fils de la douleur qu'elle connaissait trop bien. La douleur de ne pas être choisi. Et puis, cette nuit-là, il traversa le hall. Il dit « Papa », et tout ce qu'elle avait caché pendant 6 ans était sur le point d'exploser. Hugo avait toujours été un garçon débordant d'imagination. Il créait des aventures avec des bouts de papier, transformait des coussins en châteaux et voyait de la magie même dans le son de l'ascenseur. Mais parmi toutes ces fantaisies, il y en avait une qu'il ne parvenait pas à réaliser. Avoir un père, tout le monde en a un. Pourquoi pas moi ? Léa déglutissait difficilement chaque fois qu'elle l'entendait. Ton père était un voyageur, mais il t'aimait beaucoup. C'était le mensonge qu'elle répétait le plus souvent, et celui qui la blessait le plus. Mais Hugo n'était pas bête. Il observait. Il remarqua que le monsieur sérieux,
comme il appelait Antoine, apparaissait toujours aux fêtes importantes, donnait des ordres fermes et avait les mêmes yeux que ceux qu'il voyait dans le miroir, sa façon de marcher, l'expression quand il était pensif, même la façon dont il fronçait les sourcils. Tout cela remuait quelque chose chez le garçon et alimentait un désir, être vu. La dernière fois qu'Antoine le croisa dans les couloirs, Hugo fit un signe de la main timidement. L'homme ne le vit pas, ou fit semblant de ne pas le voir. Pour Hugo, c'était comme saluer le ciel. Un jour, alors que Léa étendait le linge dans la cour arrière, il apparut avec une feuille de papier à la main. « Je dessine ma famille. » Elle sourit, s'attendant à ne voir que deux, comme toujours. Mais il y en avait trois. Lui, Léa, et un homme grand en costume bleu. « C'est mon papa. Je crois qu'il existe vraiment. Il ne m'a juste pas encore trouvé. » Léa sentit le sol trembler sous elle. Elle essaya de le distraire, coupant ses questions avec des jeux. Elle changea leurs itinéraires pour qu'ils ne croisent plus Antoine. Elle demanda au portier de le distraire les jours de fête. Elle fit tout, sauf dire la vérité. Mais plus elle essayait de cacher, plus le garçon voulait savoir. Et plus il se rapprochait de cet homme qui, sans le savoir, faisait déjà partie de lui. Cette nuit de fête, elle s'était promise. Aujourd'hui, il reste dans sa chambre. Il n'y aura pas de risque. Mais une seule faille suffit. 1 minute. Une porte mal fermée. Et le rêve d'Hugo, d'être reconnu, d'avoir un père, de jouer avec lui juste une fois, le poussa au milieu de la fête, au milieu de la chute. Hugo traversa le hall avec le courage que seuls les enfants possèdent. Il ne pensa pas à l'étiquette, au regard, aux règles. Il pensa seulement au désir d'être vu. Antoine était entouré d'hommes en cravate, de verres levés et de rires contenus. Mais, sentant ce doux contact sur sa jambe, il se retourna et vit une paire d'yeux qui semblait la sienne. « Papa, tu vas jouer avec moi après la fête ?» La phrase coupa l'air comme un éclair. Le son de la musique sembla avoir été avalé par ce silence. Les invités échangèrent des regards. Une dame âgée toussa nerveusement. Un aide étouffa un rire. Antoine pâlit. « Qui es-tu, petit ?» Sa voix n'était pas un murmure, mais un ordre. Hugo hésita, puis répondit avec innocence. « Je suis Hugo, le fils de Léa. » Ce fut comme si le sol du penthouse s'était fissuré. Tous les regards se tournèrent vers elle, debout en arrière-plan, avec un plateau dans les mains, aussi blanche que les murs environnants. Antoine, visiblement troublé, s'agenouilla et dit à travers des dents serrées « Écoute, gamin, je ne suis pas ton papa, et tu ne peux pas dire ce genre de choses devant les gens. Compris ?» Hugo ne comprit pas, mais il ressentit. Il ressentit la coupure, le rejet, le poids du non. Les gens recommencèrent à murmurer, des rires étouffés, des chuchotements venimeux. Léa courut vers son fils, le prit dans ses bras, les yeux pleins de larmes, et dit simplement « Je suis désolé, je suis tellement désolé ». Elle le fit sortir par l'arrière, au milieu des sourires malicieux et des regards interrogateurs. Dans le couloir de service, les sons de la fête résonnaient encore. Mais dans sa poitrine, il n'y avait que le silence. Cette nuit-là, Hugo ne voulut pas dîner. Il s'assit sur son lit, fixant le sol. « Maman, pourquoi était-il en colère contre moi? Je voulais juste jouer. » Léa s'agenouilla devant lui, incertaine de comment commencer. « Parce qu'il ne sait pas qui tu es, mon chéri. Et parfois les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. » Hugo la serra fort dans ses bras, mais ne dit rien. Le lendemain matin, ses dessins avaient perdu leur couleur. Ses yeux curieux étaient ternes. Il ne courait plus dans les couloirs comme avant. Il restait dans sa chambre silencieux, tenant sa petite voiture, son espoir réduit au silence. Dans l'immeuble, les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. « Avez-vous entendu parler du scandale d'hier ? On dit que c'est le fils de M. Lambert, et elle l'a caché toutes ces années. Imaginez la honte. » Léa entendait tout sans répondre. Et elle sentit que, même si elle avait été invisible si longtemps, maintenant tout le monde la voyait, mais de la pire façon possible. Le superviseur de l'immeuble, M. Bernard, appela Léa à part. « Je ne veux pas de ce genre de choses ici. Les scandales ne correspondent pas à nos standards. Si cela se reproduit, nous devrons reconsidérer votre emploi. » Elle hocha la tête, ravalant sa honte, sa peur, le nœud dans sa gorge. Mais ce qui la blessait le plus, c'était Hugo.
silencieux, blessé, sans comprendre pourquoi l'homme qu'il admirait le regardait comme s'il était une erreur. Avez-vous déjà été rejeté par quelqu'un qui aurait dû vous embrasser? Avez-vous déjà eu l'impression qu'un simple « oui » pourrait tout changer, mais le monde vous a répondu par le silence? Si cette scène vous a serré la gorge, laissez un « oui » dans les commentaires pour que je sache que vous êtes là avec moi. Votre présence rend cette histoire digne d'être racontée. Les jours passèrent, mais l'ombre de ce moment persistait. Léa effectuait ses tâches la tête baissée. Les employés évitaient tout contact. Les conversations s'arrêtaient lorsqu'elle approchait. Et ce qui la blessait le plus, Hugo ne posait plus de questions sur son père. C'était comme si le garçon avait fermé une porte en lui. Mais la vie a des moyens silencieux de rallumer ce qui semblait éteint. Un après-midi pluvieux, Monsieur Pierre, le concierge de l'immeuble, appela discrètement Léa. « Avez-vous une minute? J'ai quelque chose à vous montrer. » Elle hésita, mais y alla. Au petit bureau de la réception, il ouvrit un tiroir et en sortit un vieil album, de ceux oubliés par le temps. C'était lors d'une fête d'entreprise il y a des années. Antoine me l'a offert en cadeau. Regardez cette photo. C'était Antoine, plus jeune, à côté de son père, dans un hôtel nouvellement inauguré. Sur l'image, le même regard curieux. La même façon de froncer les sourcils, le même léger sourire au coin de la bouche. Léa déglutit difficilement. « Monsieur Pierre, s'il vous plaît, rangez ça !» Mais il l'interrompit doucement. « Vous pouvez le cacher à tout le monde, mais pas à lui. » Elle baissa les yeux. Pour la première fois, elle sentit qu'elle ne protégeait plus son fils. Elle le blessait. Cette nuit-là, Hugo l'appela avant de se coucher. « Maman, je ressemble au monsieur sérieux, n'est-ce pas ?» Elle resta silencieuse. Hugo continua, « Mais ce n'est pas grave. Il n'est pas obligé de jouer avec moi. Je voulais juste qu'il sache que j'existe. » Léa sentit sa poitrine se briser. Le garçon ne demandait pas de reconnaissance. Il ne demandait pas de luxe. Il ne demandait rien. Il voulait juste être vu. Et pour la première fois, Léa voulut essayer. Elle ne savait pas comment. Elle ne savait pas quand. Mais pour la première fois, elle voulut arrêter de fuir. Léa commença à écrire pendant les heures tardives de la nuit. Papier et stylo sur la petite table en bois. La lumière tamisée de la lampe éclairant ses doigts, tremblants. À chaque mot écrit, elle sentait le poids des années s'échapper. « Antoine, je n'ai jamais rien demandé, mais il est ton fils. Et il veut juste être vu. » Elle écrivit, relut, déchira. Elle réessaya la nuit suivante. Et encore, c'était comme si elle avait besoin de répéter son courage, de tester s'il résidait encore en elle. Pendant la journée, elle observait Hugo de loin. Il recommença lentement à jouer, mais il y avait une nouvelle prudence dans ses mouvements, comme s'il s'attendait à ce que le monde le blesse à nouveau. Monsieur Pierre l'encouragea subtilement. « Vous savez ce que vous devez faire. » Elle le savait. Mais le faire et en supporter les conséquences étaient des choses très différentes. Et au fond, une question la rongeait. Et s'il le niait à nouveau? Et s'il me renvoyait? Et si je perdais tout? Un matin, alors qu'elle repassait des vêtements dans la buanderie, elle entendit une conversation dans le couloir. Antoine était au téléphone avec un cadre. « Je dois revoir certains contrats. » Et « Oui, il y a eu un incident récent. Un garçon. » Le ton n'était pas de colère. C'était du doute, de quelque chose qu'il ne voulait pas affronter. Léa serra la chemise plus fort. Cette nuit-là, elle décida que s'il ne venait pas à la vérité, elle la lui apporterait. Elle prépara une enveloppe, écrivit quelques mots, plia la lettre avec le soin de quelqu'un qui livre son propre cœur, et, le lendemain, la laissa discrètement sur le bureau de son cabinet, où seul Antoine avait accès. Elle repartit le cœur battant. Elle savait qu'à partir de ce moment-là, rien ne pourrait plus jamais être pareil. Dans les jours qui suivirent la remise de la lettre, Léa vécut dans le suspense. Chaque fois qu'Antoine passait dans le couloir, son cœur battait la chamade. Mais il ne dit rien, pas un mot. La lettre avait disparu du bureau. Il l'avait lue. Cela, elle le savait. Ce qu'elle ignorait, c'était ce qu'il ferait de la vérité. À la réception, Monsieur Pierre tenta de la calmer. S'il est l'homme que vous croyez qu'il est, il agira. Mais Léa n'était plus si sûre. Antoine avait toujours été guidé par l'image, la réputation, le contrôle. Comment un fils secret, l'enfant d'une employée,
pouvait-il s'intégrer dans la vie méticuleusement calculée d'un magnate? Le vendredi soir, elle entendit quelque chose de nouveau. En ramassant des verres dans le salon, Antoine était de nouveau au téléphone. Oui, le garçon. Non, ce n'est pas n'importe quel garçon. Il me ressemble, vous comprenez? Léa faillit laisser tomber le verre de ses mains. Il y avait une fissure, une fêlure. Quelque chose bougeait en lui, mais la peur demeurait. Et s'il décidait de les repousser? Et si la vérité, au lieu de les libérer, détruisait tout? Hugo, inconscient de la tension, semblait également différent. Un après-midi, alors qu'il dessinait sur le sol de la zone de service, il demanda « Maman, si j'avais un papa, il aurait honte de moi ?» Léa se figea. « Bien sûr que non, mon amour. Mais s'il avait beaucoup d'argent et que j'étais juste, moi ?» Elle retint ses larmes. « S'il est un homme vrai, Hugo, il sera fier de toi, tout comme je le suis. » Le garçon sourit faiblement, mais le silence revint vite. Léa sentit que c'était le dernier point d'équilibre. Si Antoine ne faisait rien maintenant, Hugo abandonnerait. Et elle aussi. C'était un samedi après-midi, ciel clair et l'odeur de la brise marine flottant à travers les fenêtres du penthouse. Léa rangeait les étagères de livres lorsque M. Pierre apparut à la porte de service. « Monsieur Lambert a demandé à vous voir, dans son bureau. » Elle se figea. Le temps sembla ralentir alors qu'elle traversait le couloir. Chaque pas ravivait tout ce qu'elle avait essayé de cacher. La peur, la culpabilité, l'espoir. Lorsqu'elle entra dans la pièce, Antoine était debout, le dos tourné, contemplant la ville à travers la fenêtre. Sans se retourner, il dit « Fermez la porte, s'il vous plaît. » Elle obéit, elle resta debout, les mains jointes devant son corps, comme si elle attendait encore un reproche. Silence. Puis enfin, il se retourna. Dans les yeux d'Antoine, il y avait quelque chose de différent. Ce n'était pas de la colère, ni de la froideur, c'était de la lassitude, et peut-être quelque chose de plus. « Il a 6 ans ?» demanda-t-il. Léa hocha la tête. « Vous me l'avez caché tout ce temps ?» Elle prit une profonde inspiration. Elle sentit les mots qui étaient restés coincés pendant des années. « Oui, j'avais peur d'être renvoyé, d'être discrédité, et surtout de voir mon fils rejeté. » Antoine passa une main sur son visage. Il se dirigea vers le bureau. Il y avait la lettre, soigneusement pliée. « Et qu'est-ce que vous voulez maintenant, Léa? De l'argent? De la sécurité ?» Elle leva les yeux, ferme. « Je ne veux rien pour moi. J'ai juste pensé qu'il méritait d'être reconnu. Il ne vous a rien demandé. Il voulait juste jouer. » Cette phrase tomba comme un miroir brisé sur le sol. Antoine s'assit, baissa les yeux pendant quelques secondes. Puis il se releva, comme s'il avait décidé quelque chose en lui-même. « Il me ressemble. » Léa sourit, involontairement. « Oui, depuis le jour de sa naissance. » Antoine se dirigea vers la porte. Il s'arrêta, se retourna vers elle. « Il est à la maison maintenant? Il est dans sa chambre. » Il dessine. Antoine prit une profonde inspiration et se dirigea vers la petite pièce de service. Léa le suivit en silence, comme si le monde était suspendu entre 2 battements de cœur. Hugo était allongé par terre, des crayons éparpillés. En voyant Antoine à la porte, il s'assit rapidement, surpris. Antoine s'agenouilla. Leurs yeux se rencontrèrent. « Salut, Hugo !» Le garçon ne répondit pas. Antoine hésita une seconde, puis demanda « Je peux jouer avec toi ?» Hugo regarda sa mère, puis lui. Il prit un crayon bleu, le tendit à Antoine, et dit doucement « Tu peux dessiner une voiture ?» Antoine sourit. « Nous allons voir. » Léa, appuyée contre la porte, retint ses larmes. Ce n'étaient pas des excuses. Ce n'était pas une déclaration. C'était un début. 3 mois s'étaient écoulés depuis cet après-midi. L'appartement d'Antoine restait le même à l'extérieur. Le même luxe, les mêmes meubles, les mêmes tapis coûteux. Mais quelque chose avait changé à l'intérieur. C'étaient les sons. Maintenant, le matin, on entendait des rires. En fin d'après-midi, de petits pas traversèrent les couloirs. Et parfois, au milieu du silence, des voix disant « Papa, regarde ça !»« J'arrive, champion !» Hugo s'adapta rapidement. C'était comme si cet espace, qu'il ne pouvait qu'admirer de loin auparavant, lui avait enfin ouvert une porte rien que pour lui. Le dimanche suivant,
Ils déjeunèrent ensemble pour la première fois à la table principale. Léa hésita quand Antoine l'appela. « Vous deux, asseyez-vous ici avec moi. » Elle n'était pas habituée à occuper cette place. Mais Hugo lui tira naturellement la main. Ils mangèrent de la feijoada. Ils rirent d'une blague que Hugo raconta la bouche pleine. Antoine renversa même un peu de jus et rit de lui-même, quelque chose que Léa n'avait jamais vu. Après, ils sont restés sur le balcon. Le ciel de Rio s'ouvrait sur un bleu sans nuages. Antoine s'assit sur une chaise longue. Hugo s'allongea sur ses genoux, un livre à la main. Léa observait depuis la porte. Elle avait un torchon dans les mains, mais il n'y avait plus de précipitation. Antoine leva les yeux et l'appela d'un signe de tête. Elle s'approcha d'eux, s'assit à leur côté. Ils ne dirent rien. Le garçon s'endormit, les deux adultes restèrent là, respirant un nouveau silence, non plus chargé de secret, mais de soulagement. Léa se pencha légèrement en arrière. Antoine la regarda et, avec un sourire presque imperceptible, murmura « Merci d'avoir pris si bien soin de lui, et de m'avoir donné la chance de le faire maintenant. » Elle se contenta d'acquiescer sans voix. Ce n'était pas un conte de fées. Mais là, sous le soleil de l'après-midi, pour la première fois, Léa sentit qu'elle n'avait plus besoin de se cacher. Et Hugo, même endormi, souriait. Antoine commença à voir le monde avec des yeux différents. Avant, il pensait pouvoir tout contrôler. Les contrats, les employés, les gros titres. Mais il n'avait jamais imaginé qu'un simple « papa » prononcé par un enfant puisse bouleverser son univers. Ce fut Hugo qui lui apprit que le vrai pouvoir ne consiste pas à impressionner les foules, mais à ne pas décevoir une Père Dieu qui croit en vous. Léa, à son tour, comprit que cacher la vérité par peur, c'est comme construire un mur dans sa propre poitrine. Elle le fit pour protéger son fils, et pendant des années, elle crut que c'était la seule façon. Mais lorsqu'elle s'autorisa à ouvrir la porte, elle trouva quelque chose dont elle ne rêvait même plus, la reconnaissance, le respect et l'amour. Et Hugo, même petit, montra que l'espoir est tenace. Il n'eut pas besoin de preuves. Il sentit seulement. Et il attendit. Même après le rejet, il croyait encore que cet homme le verrait un jour. Cette famille ne s'est pas formée par convention, ni par obligation. Elle s'est formée parce que quelqu'un a eu le courage de dire la vérité. Et quelqu'un a choisi d'écouter. Combien d'histoires comme celle-ci vivent en silence là-bas? Combien d'enfants attendent, même sans comprendre? Combien de mères portent seules le poids du monde par peur d'être jugées? Peut-être connaissez-vous quelqu'un comme ça. Peut-être êtes-vous quelqu'un comme ça. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous avez déjà dû cacher la vérité par peur ou aimer en silence, laissez votre « j'aime » comme une forme de soutien. Cela montre que nous sommes sur la bonne voie. Maintenant dis-moi, de quelle ville regardes-tu? Sérieusement, je lis tous les commentaires. Et je tiens à répondre avec bienveillance à tous ceux qui prennent un moment pour écrire ici. Et si tu crois au pouvoir de telles histoires, abonne-toi à la chaîne. Chaque nouvel abonnement est ce qui me donne la force de continuer à apporter des histoires qui comptent vraiment. Ne pars pas encore. Choisis l'une des deux histoires que j'ai laissées à l'écran et viens avec moi pour la prochaine vidéo. Je t'y attends.